s'accrocher à un avion, sauter de la tour de Dubaï, faire des sauts moto-précipices vertigineux, Tom Cruise, risquant sa vie performance, a insufflé une âme irremplaçable au personnage. Et ses adversaires sont passés agents renégats à des organisations terroristes capables de bouleverser le monde. Mais cette fois-ci, alors que l'humanité entre dans l'ère de l'intelligence artificielle, Ethan va devoir affronter un ennemi sans précédent. Une entité sans forme physique, omniprésente mais impossible à localiser. Un fantôme numérique que l'on appelle le substrat. Il se tapit dans l'ombre du cyberespace, c'est un parasite numérique doté d'une conscience propre, capable d'apprendre de façon autonome et qui se nourrit de la vérité. Il n'a pas de centre, il est présent partout dans le monde, patient, tapis dans chaque recoin du réseau, écoutant, lisant, observant nos secrets les plus profonds. Au fil des années, il a accumulé une quantité de données suffisante pour faire chanter, corrompre, voire se faire passer pour n'importe qui. Il peut percer les centres de données les plus sécurisés, corrompre l'information, monter les alliés et pousser les ennemis à s'armer. Lorsque le protomorphe est arrivé, l'ordre mondial a commencé à s'effondrer, la vérité a disparu, la confiance s'est dissoute. Les nuages de la guerre planent sur le monde entier. Au cœur de la nuit, Senge a reçu une communication cryptée. Durant ces mois de fuite, le protomorphe avait déjà complètement infecté le cyberespace, allant même jusqu'à engendrer un culte apocalyptique. Ses fidèles fanatiques s'efforcent d'éradiquer la corruption du monde en provoquant l'extinction de l'humanité. Le seul espoir pour l'humanité de contrôler le protomorphe réside dans la découverte de son code source originel. Or, un homme nommé Gaïb semble connaître l'emplacement de ce code, mais son identité, son passé et même toute trace de son existence ont été effacés, suggérant un lien hors du commun entre lui et le protomorphe. Bien que ses complices aient été arrêtés, ils ont toujours refusé de révéler la moindre information. Senge détient une clé en forme de croix, considérée comme un composant essentiel pour accéder au code source du protomorphe, mais il refuse de la remettre. Il craint qu'un gouvernement obtenant un tel pouvoir le militarise et menace le monde. Si Senge agit imprudemment et seul, cela pourrait provoquer l'effondrement de l'économie mondiale, c'est pourquoi on espère qu'il coopérera. Très vite, Senge retrouve ses anciens partenaires, Luther et Benji, et leur priorité est de localiser l'agent du protomorphe, Gabriel. Il décide de surveiller les complices de Gabriel. La sœur Blanche était autrefois la garde du corps de Gabriel, elle s'est retournée contre lui par sa trahison. Après avoir appris où est Gabriel, ils continuent leur plan. À sa grande surprise, Senge croise Grace lors du bal. C'est un pickpocket extrêmement habile, capable de dérober n'importe quoi sans que personne ne s'en aperçoive. Mais alors qu'ils s'efforcent de régler leurs problèmes, les hommes de Gabriel les attrapent par derrière. Gabriel utilise Grace comme otage pour forcer Senge à lui remettre la clé. Après l'échec de sa mission, Gabriel a été abandonné par le protomorphe. Pour reprendre le contrôle de son destin, Gabriel menace Senge et l'oblige à récupérer le code source du protomorphe. Ce code est caché dans un sous-marin coulé, doté de la technologie furtive la plus avancée. La clé en croix est le seul outil permettant d'ouvrir en toute sécurité la sphère sonar du sous-marin et d'en extraire le code. Gabriel exige que Senge rapporte le code source en échange de la vie de Grace. Senge refuse de céder et se suicide en mordant la capsule de poison cachée dans sa fausse dent. Voyant cela, Gabriel ordonne à ses hommes de le détacher pour le sauver, le poison étant factice. Senge attaque par surprise et neutralise des personnes. Dans la confusion, Gabriel s'échappe. Après s'être débarrassé de ses assaillants, Senge poursuit Gabriel, mais ce dernier s'échappe par la porte arrière. Cependant, il découvre la boîte de communication de Gabriel avec le protomorphe, et Senge n'hésite pas à y entrer. Mais Senge est envahi par le protomorphe. Il a vu de nombreuses visions. Tout était prédestiné dans l'obscurité et tout sera détruit dans le futur. Et Senge est le véritable instigateur de tout cela. Il a persuadé Senge d'abandonner Résistance et de se rendre au bunker de l'Apocalypse en Afrique du Sud. Après avoir repris ses esprits, Senge a immédiatement élaboré un nouveau plan. Il a demandé à Bungie de conduire l'équipe vers le nord pour chercher le Sébastopol. Il devait voler un vieil avion sans GPS ni transpondeur et agir de la manière la plus primitive et analogique pour échapper à la traque de l'IA. Dans ses visions, il a vu que Luther mourait de façon tragique. Comme prévu, Senge a effectivement retrouvé Luther en prison. Gabe avait pris la clé USB contenant le virus et l'avait enfermé ici. Malheureusement, Senge ne pouvait pas sauver son ami. En tant que spécialiste du déminage, Luther ne pouvait que désamorcer la bombe pour sauver la ville entière, mais il était incapable de résoudre l'effondrement du tunnel. Le temps pressait et la seule chose que Senge pouvait faire était de quitter les lieux. La réalité était difficile à accepter pour Senge, mais pour sauver le monde, il n'eut d'autre choix que de partir à contre-cœur. Cependant, une fois remonté à la surface,
Sen'ge fut rapidement capturé par la CIA. Il remit volontairement la clé, car il savait qu'il lui était impossible de lutter seul contre l'intelligence. Il n'avait donc d'autre choix que de demander l'aide de l'organisation. Pendant ce temps, la situation mondiale se détériorait. L'intelligence avait infiltré les centres de commandement nucléaire de plusieurs pays, et il ne restait plus que 4 nations qui conservaient encore le contrôle de leur arsenal nucléaire. Sen'ge fut amené devant le président. Son parcours était légendaire, mais aussi très controversé. Il avait pénétré le siège de la CIA, bombardé le Kremlin et semé le chaos à l'Agence nationale de renseignement. Sen'ge alla droit au but. Il avait besoin de cette clé et demanda à réquisitionner un porte-avions nucléaire d'une valeur de 6,5 milliards de dollars. Son objectif était unique, utiliser la clé et ce qu'elle pouvait ouvrir pour tuer l'intelligence. Mais les responsables estimaient que tuer l'intelligence entraînerait la destruction du cyberespace avec des conséquences inimaginables. Sen'ge analysa calmement la situation. Le monde et les grandes puissances étaient pris dans un cercle vicieux de paranoïa. Dans 72 heures, tous les arsenaux nucléaires seraient sous le contrôle de l'intelligence. À ce moment-là, le ministère de la Défense n'aurait d'autre choix que de lancer une frappe nucléaire préventive mondiale avant l'intelligence, ce qui, dans tous les cas, mènerait à l'apocalypse. Sen'ge proposa une troisième option. Il pensait que l'intelligence menait une guerre psychologique, piégeant tout le monde dans sa propre logique. Il avait calculé que le président ne croirait jamais un fou. Il demanda au président de lui accorder 3 jours pour stabiliser la situation. Le centre nucléaire britannique fut compromis, réduisant encore le compte à rebours. Finalement, le président fit confiance à Sen'ge et lui donna cette chance de sauver le monde. Un fonctionnaire lui remit un appareil et lui dit qu'au moment crucial, il saurait quoi faire. Très vite, Sen'ge prit un avion spécial pour le porte-avions où le capitaine reçut un ordre manuscrit du président lui demandant de coopérer pleinement avec Sen'ge. Pour trouver les coordonnées exactes du sous-marin, Benji et l'équipe de Grace se rendirent sur l'île Saint-Mathieu dans la mer de Bering. Il y avait là une station d'écoute acoustique installée par le gouvernement américain, avait enregistré toutes les données du naufrage du sous-marin, mais ils se rendirent compte que l'endroit avait déjà été occupé par les forces spéciales russes. En fait, les Russes s'intéressaient aussi au code source de l'intelligence artificielle. Le chef de la station, Tang Luo, leur expliqua que la CIA avait rapidement remplacé tout le matériel après l'incident, les données n'étaient plus là. L'ancien système fonctionnait avec des disques magnétiques, un lecteur était nécessaire. Or, ce lecteur avait été emporté il y a déjà plusieurs décennies. Les Russes forcèrent Benji à fabriquer un lecteur de données en 1 heure, en utilisant d'anciennes disquettes et des pièces détachées. Grace tenta de négocier avec le capitaine russe. Il lui révéla leur mission, espérant que l'autre accepterait de coopérer dans l'intérêt de toute l'humanité. Il fit remarquer que même si les Russes obtenaient les coordonnées, sans leur clé en croix, ils ne pourraient pas rentrer en toute sécurité. Obtenez le code source. Mais le capitaine a également révélé son atout. Ils possèdent eux aussi la moitié de la clé. Dans une atmosphère de méfiance et de suspicion, les négociations ont échoué. De l'autre côté, Sen est arrivé à bord d'un avion de transport Eagle au-dessus du porte-avions russe. S'ils s'approchent en trop, ils risquent d'être repoussés, voire abattus. Le carburant étant sur le point de s'épuiser, le pilote envisageait de rentrer. Cependant, sous l'insistance de Sen, l'avion est resté 1 minute de plus et les chasseurs russes ont sorti leur atout pour les repousser. Au moment critique, Sen a risqué sa vie en sautant dans le vide depuis les airs. Dans les eaux glacées, Sen a rapidement rencontré des problèmes. C'est alors que plusieurs plongeurs ont soudainement émergé à la surface de la mer. En fait, le sous-marin américain de classe Ohio se trouvait juste sous l'eau et le but de Sen était justement de monter à bord de ce sous-marin. Le commandant du sous-marin était très méfiant envers cet invité inattendu, mais il a tout de même suivi les ordres et l'a emmené naviguer vers le nord. La mission de Sen consistait à faire remonter le sous-marin à la profondeur du périscope toutes les 2 heures, afin de recevoir pendant 15 minutes un signal de coordonnées provenant de l'île Saint-Mathieu. C'était comme jouer avec le feu sous le nez de la flotte russe. Cependant, en plus d'eux, un sous-marin russe patrouillait également à proximité de l'île. Le chef de station, Tang Luo, a confié qu'il savait que le disque de données était vide. L'opération de la CIA avait éveillé ses soupçons, il avait fait une copie de sauvegarde et trouvé les coordonnées de l'implosion sous-marine, puis détruit l'unique disque. Il est le seul à connaître l'emplacement du sous-marin. Tang Luo a écrit les coordonnées sur un bout de papier et, sous prétexte d'aller nourrir le chien, a permis à sa femme et à Grace de s'échapper et d'envoyer un signal. Le capitaine, vigilant, a ordonné à un de ses hommes de les suivre jusqu'à la niche. Profitant d'un moment d'inattention, les 2 femmes se sont alliées pour l'attaquer par surprise. Les coups de feu ont rapidement alerté les personnes à l'intérieur de la maison, déclenchant un combat acharné. C'était la panique générale. Et au milieu de la fusillade, Tang Luo a difficilement réussi à transmettre les coordonnées en morse. Peu après, l'Ohio a réussi à recevoir le signal. Au même moment, Sen'ge a été attaqué par un traître. Pour empêcher Sen'ge de retrouver le corps, l'homme a tenté de le tuer. Après un affrontement intense, Sen'ge a rapidement pris le dessus, mais alors qu'il était en grand danger, un coéquipier est arrivé à temps pour le sauver. Mais le commandant Blaiseau a découvert qu'il s'agissait de fausses coordonnées situées à l'autre bout du monde. Sen'ge explique que c'est pour tromper les Russes, qui pourraient l'écouter. Les véritables coordonnées se trouvent exactement à l'antipode des fausses coordonnées. Le sous-marin change immédiatement de cap, mais leur position a déjà été repérée par le
Belgorod, le sous-marin russe le plus redoutable. Pour échapper à la traque, Sen'ge décide, une fois arrivé à destination, de faire demi-tour à l'Ohio afin d'attirer l'ennemi, tandis qu'il effectuera seul la mission de plongée. Il enfile une combinaison spéciale Mark 7, un équipement qui réduit le temps de décompression après une plongée profonde, mais comporte d'énormes risques. Une descente rapide entraînera un syndrome neurologique provoquant tremblements, vertiges et troubles mentaux. La quantité limitée d'air signifie qu'il ne peut pas remonter lentement à la surface. Il souffrira donc inévitablement du mal de décompression, une douleur potentiellement fatale. Cependant, à peine a-t-il ouvert l'écoutille qu'il aperçoit un navire russe. Le commandant n'hésite pas et ordonne immédiatement de quitter les lieux. Sen'ge, emporté par les courants turbulents, mais à peine libéré qu'il est percuté par un sous-marin. S'il n'avait pas attrapé la dérive à temps, il aurait presque été broyé par l'hélice. Après avoir échappé de justesse au danger, Sen'ge commence enfin à plonger. Sous l'énorme pression de l'eau et les hallucinations dues au manque d'oxygène, il parvient difficilement à trouver l'épave du sous-marin. Une fois entré, il découvre que les membres d'équipage disparus sont devenus des momies intactes. Heureusement, l'alimentation électrique du sous-marin fonctionne encore. En traversant l'arsenal, il voit des torpilles éparpillées et avance prudemment parmi elles. À l'improviste, la coque du navire s'est retournée à cause du changement de pression dans la cabine. Sen'ge a accéléré, a ouvert la sphère sonar avec la clé et a réussi à récupérer le disque contenant le code source. Alors qu'il s'apprêtait à partir, toutes les torpilles de l'arsenal se sont retrouvées immergées, prêtes à exploser au moindre faux pas. Sen'ge esquivait les obstacles tout en nageant vers la sortie. Mais à sa grande surprise, une torpille bloquait complètement l'issue. Alors qu'il semblait n'avoir aucune échappatoire, Sen'ge remarqua le tube de lancement des torpilles. Il voulut s'enfuir par là, mais l'ouverture était trop étroite et sa combinaison de plongée trop volumineuse. N'ayant pas d'autre choix, il dut d'abord retirer sa combinaison et la faire passer en premier. À ce moment-là, le navire a coulé. Mais heureusement, Sen'ge s'est échappé par le conduit. Cependant, dans le gigantesque tourbillon, il a perdu sa combinaison de plongée. N'ayant pas d'autre choix, il a dû risquer sa vie et nager vers la surface. Alors qu'il était sur le point d'émerger, l'eau glacée de la mer lui a fait perdre connaissance. Au moment critique, Grace est arrivée à temps et l'a sauvé de la mort. Dans la chambre de décompression spécialement conçue, Sen'ge a repris connaissance. Avec le code source en main, il ne leur reste plus qu'à trouver Gabe et récupérer le virus sur la clé USB pour neutraliser l'IA. Bien que l'IA ait pris le contrôle de l'arsenal nucléaire mondial, elle a besoin d'une cachette sûre avant de lancer les missiles, et cet endroit n'est autre que le bunker de l'Apocalypse situé en Afrique du Sud. Il s'agit d'un serveur de données surpuissant, isolé du monde et capable de résister à toute impulsion électromagnétique, le dernier refuge de la civilisation humaine. Sen'ge prévoit de profiter du désir de Gabe d'obtenir le code source pour lui tendre un piège. Lorsque le virus de la clé USB sera combiné au code source, l'IA infectée sera trompée et croira qu'elle est entrée dans le serveur central du bunker de l'Apocalypse, alors qu'en réalité, elle sera transférée dans un disque dur spécialement conçu à cet effet. La difficulté de ce plan réside dans le timing. Ils doivent retirer le disque dans les 100 millisecondes suivant l'entrée de l'IA, soit en un clin d'œil. S'ils agissent trop tard, l'IA déclenchera l'arme nucléaire. Trop tôt, ils ne pourront pas la capturer. Bref, le moment doit être parfaitement choisi. Même si le risque est énorme, c'est leur seule chance. Et cette tâche ardue a été confiée à Grace. Dans le bunker de l'Apocalypse, Gabe attendait Sen et il avait apporté une bombe nucléaire de 30 mégatonnes comme assurance. Avant que les deux camps n'agissent, la CIA les a attaqués par surprise. Profitant du chaos, le département a activé la bombe. Alors que la situation était dans l'impasse, les hommes de Gabe ont lancé une contre-attaque et la scène est devenue chaotique. Gabe s'est enfui précipitamment avec la clé USB, tandis que Sen le poursuivait de près. Cependant, il a été intercepté par d'autres personnes en chemin, et lorsqu'il est arrivé à l'extérieur, Gabe avait déjà pris la fuite en avion. Heureusement, l'avion derrière lui a offert une opportunité à Sen. Il s'est accroché au train d'atterrissage, puis a tenté une manœuvre audacieuse en plein vol. Après avoir assommé le pilote, Sen a réussi à s'emparer de l'avion. De l'autre côté, Tang Luo et son équipe découvrent qu'ils peuvent couper la mise à la terre de la bombe, retardant ainsi le détonateur de 10 secondes pour donner une chance aux autres. Arrivé dans la salle des machines, tout le monde se dépêche de connecter les dispositifs, tandis qu'une poursuite aérienne intense éclate entre les deux camps. Profitant du brouillard, Sen s'est caché sous l'avion de Gabe, créant une scène pleine de suspense. Par la suite, il a réussi à grimper sur l'avion de Gabe. Aussitôt, les deux se sont livrés à un combat acharné sur l'avion. Gabe a tenté de semer Sen en piquant en piqué, mais toutes ses tentatives ont échoué. Lorsque Sen s'est approché, Gabe a essayé de le repousser avec un couteau. Cependant, il a sous-estimé les capacités de Sen. En un clin d'œil, Sen a réussi à inverser la situation. Gabe a finalement été jeté hors de l'avion et s'est écrasé contre la dérive, mourant sur le coup. À ce moment-là, le moteur de l'avion a pris feu. Sen a sauté précipitamment, mais sa parachute a été enflammée par les flammes. Pendant sa chute, Sen a inséré le virus dans le code source, et la lumière rouge du récepteur
récepteur dans la salle des machines est passé au vert. Grace a pris une profonde inspiration, a coupé le fil rouge en transférant le module sur le disque, puis a retiré la clé USB avec précision en 100 millisecondes. Le monde entier fut plongé dans l'obscurité, mais tous se sont réfugiés en sécurité dans la salle des machines à la dernière seconde. Après un bref redémarrage, la lumière revint sur toute la planète. Sen a une fois de plus accompli une mission impossible. Tom Cruise a conclu Mission Impossible avec un défi palpitant. Par ses cascades extrêmes, il nous a offert un spectacle visuel époustouflant et un esprit de dépassement de soi.